Bonjour et bienvenue dans le Paninicast, le podcast édition Panini. Et oui, vous ne rêvez pas, un épisode qui vient juste après, pas seulement 6 mois après, mais vraiment quelques semaines après le précédent de mars, puisque on se retrouve avec Aurélien pour parler des sorties du mois d'avril. Est-ce que ça va, Aurélien ? Bonjour, et oui, ça va très bien. Écoute, ça c'est le fait d'avoir un micro qui marche, une technique au poil, vraiment, contrairement aussi précédent mois. Et du coup, un programme encore une fois assez éclectique, même si on va quand même constater un certain fil rouge, notamment Jen McKay et on va dire le conflit. Et donc, je propose que tu commences avec le petit événement mutant du mois d'avril. Ouais, l'événement mutant du mois d'avril, c'est X-Men, l'ère de révélation. Alors à chaque fois, j'ai envie de dire l'ère de la révélation parce que c'est voilà, il y a le féminin, le mot féminin, mais c'est l'ère de révélation vu que c'est le nouveau nom mutant de Doug Ramsey, donc Cypher, qui suite aux événements qui se déroulaient pile poil entre la fin de l'ère Krakoa et le début de la nouvelle ère, est devenu l'héritier d'Apocalypse. Alors l'héritier avec un double sens, un sens déjà héritier, on va dire, au niveau de la philosophie, et aussi avec des pouvoirs renforcés par Apocalypse, qui a décidé de lui laisser sa mission de conquérir plus que de conquérir la Terre, en fait, sa mission de conquérir la Terre au nom des mutants qui sont dignes, en fait, hein. Et à côté de ça, lui, il s'est barré sur Mars, Apocalypse, laissant donc Doug faire ça. Mais Doug reste Doug quand même au fond. Ça reste le très sympathique Doug Ramsey, mais simplement chez lui, il y a une espèce de conflit. D'un côté, ce qu'il est vraiment, Doug Ramsey, donc quand même le mutant assez sympa qu'on connaît depuis plusieurs décennies, et qui a quand même à cœur de conserver l'idéal de Xavier. Et à côté de ça, l'espèce de programmation que lui a rajouté Apocalypse, qui est de la survie du plus fort, etc. et tout ça. Et avec cette espèce de dichotomie qui existe en lui et ses pouvoirs qui sont devenus nettement plus puissants, il va décider d'essayer de trouver une manière de réussir à avoir un petit peu le beurre et l'argent du beurre, quoi, et de réussir à poursuivre cette mission confiée et quasiment imprimé chez lui par Apocalypse, et à côté de ça, réussir à faire en sorte de faire le moins de mal possible et le plus de bien possible. L'ère de révélation, c'est un hommage, j'ai envie de dire, à deux événements mutants très connus. Le premier, évidemment, c'est l'ère d'Apocalypse. On voit d'ailleurs le parallèle tout de suite dans le nom et tout ça. Et en effet, on va avoir cette logique on voit un univers parallèle, ici un futur, dans lequel Révélation a conquis, on va dire, en tout cas une partie des États-Unis, etc. Et alors pourquoi, quel but, etc. Tout ça va être très vite révélé. Et je trouve que en fait là où on a un deuxième clin d'œil, ça va être à Days of Future Past, parce que la base du scénario de l'ère de révélation, c'est que Cyclope et le Fauve vont être vont avoir leur conscience qui va être échangée avec leur moi du futur. Vraiment la même chose qu'avec Kitty Pryde dans le Days of Future Past, si ce n'est que ici en fait c'est avec un but précis, c'est-à-dire que j'ai envie de reformuler même, c'est pas si ce n'est, c'est vraiment avec le même but que dans Days of Future Past, c'est-à-dire que les voyageurs du futur vont avoir comme mission d'empêcher leur futur d'arriver. Et pour ça, ils vont tout faire pour mettre un terme à ce que Révélation va faire. Mais tout ça, on va pas en entendre parler parce qu'on va être bloqué dans ce futur-là avec les Cyclopes et le Fauve du passé, du coup, qui se retrouvent arrivés là. Et eux, en tant que héros, vont se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver cette époque? Parce que pour l'instant, on est bloqué dans cette époque. Notre but, ça va être quand même d'essayer de retourner à notre époque. Mais, au passage, on est des héros, on va essayer de sauver le monde. Donc on retrouve quand même pas mal de choses qui peuvent faire penser à la fois à Days of Future Past, à la fois à l'ère d'Apocalypse, et en fait c'est vraiment la continuité du run de McKay sur la série X-Men, qui est une de mes séries préférées du moment, et peut-être la série que je préfère dans la galaxie mutante actuellement.
je trouve qu'il réussit vraiment à choper un truc qui est vraiment très cool au niveau de l'équipe, au niveau de des dynamiques d'équipe, au niveau de Cyclope. Il écrit vraiment un très très bon Cyclope. Vraiment, c'est un des scénaristes qui a le mieux chopé le personnage de Scott Summers. Voilà, si je devais faire une shortlist de 5 scénaristes, il serait dedans. Et du coup là, il y a beaucoup de moments avec Cyclope forcément dans la série. Et en plus, vu que c'est un futur où il se passe plein de choses, etc., il y a plein de séries qui viennent explorer tous les aspects, aussi bien chez les mutants que chez des personnages qui ne sont pas forcément des mutants. Donc on a notamment une mini-série autour de Spider-Man, écrite par Joe Kelly, donc le scénariste actuel d'Amazing Spider-Man. Donc on a plein de choses comme ça qui viennent explorer les différents personnages et différentes facettes de ce monde-là. On va découvrir ce qu'il est advenu de Venom, on va découvrir ce qu'il est advenu des Avengers, etc., etc. Donc on a une plongée assez complète dans ce monde futuriste qui est toujours assez cool. Mais on a surtout un vrai chapitre essentiel de la série de McKay. Ce qui va arriver à Cyclope, ce qui va arriver aux Fauves, ce qu'ils vont découvrir dans ce futur alternatif. Alors on dit toujours futur alternatif parce qu'on sait que il y a toujours plein de futurs possibles, mais c'est un des futurs possibles de l'univers Marvel. Tout ce qu'ils vont apprendre ici vont avoir des répercussions sur le futur. Oui, je vais pas vous spoiler outre mesure en vous disant que au moins un des deux personnages envoyés dans le futur reviendra au présent avec les infos, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais le fait est que avec ces infos là, ils vont forcément apporter un nouveau regard sur qui est Révélation, donc Doug, que ce qu'il risque de faire dans le futur, mais aussi quand on se rend compte que tel ou tel membre qu'on croyait dans son équipe est très fiable et un allié loyal, nous avait trahi d'ici quelques années, on se demande d'un coup si on peut complètement lui faire confiance, etc., etc. Et même au-delà de peut-être des révélations autour de certains méchants, quel est exactement leur plan, parce qu'on a vu des nouveaux méchants apparaître dans le run de McKay, et peut-être qu'il y aura des informations sur eux dans le futur, voilà. Donc plein de choses, plein de rebondissement et un futur exploré sous toutes ses facettes, donc une saga très cool. Bon, merci Aurélien. Et du coup, puisque tu parlais de McKay, je propose que je annonce sur la plus grande équipe donc de Marvel, à savoir les Avengers, puisque on sort ce mois-ci la compilation des épisodes prépubliés initialement dans Marvel Comics et donc maintenant dans Marvel World, qui sont donc évidemment ces Avengers, avec ce Deluxe qui est donc le premier tome, sous-nommé donc la rêverie crépusculaire. Premier tome sur 3, je me permets de préciser, il y aura 3 tomes en tout. Tout à fait. Avec Bloodon qui viendra s'intercaler, puisque pas mal de personnages impliqués. Ont à faire. Tout à fait, voilà. Et du coup, justement, comme tu dis, il y a pas mal d'applications de beaucoup de personnages. Ça commence déjà avec un numéro qui s'appelle Timeless, qui est un peu la tradition de ces numéros-là introductifs des nouvelles ères, alors éditoriales des fois chez DC, ou juste tout simplement pour donner les grandes lignes chez Marvel, comme il y a pu avoir avec Marvel Now ou même Legacy. Donc là, on commence avec ce numéro Timeless qui va voir Kang, donc le fameux conquérant à travers toutes les temporalités et donc qui peut voyager dans toutes les dimensions et compagnie. Qui en fait va être aux prises avec un mystérieux groupe qui va s'appeler donc le cartel livide, lui-même réuni autour d'un sorcier qui s'appelle donc Myrdin, et ce cartel livide semble être vraiment basé sur les personnages donc, de la cour de Camelot. Donc on va retrouver Arthur, Perceval, Lancelot avec chacun des pouvoirs, et donc on va dire Kang va les exploser un à un, même si ça sera un peu difficile quand même, et il va s'attraire au dernier moment, et on finit donc sur un Kang qui va avoir plusieurs visions de ce qui va être dans l'univers Marvel. Donc évidemment, au moment où vous le lirez, peut-être que certains événements seront déjà produits. Je pense notamment à Wolverine ou aussi à Blood Hunt, qui a quand même pas mal marqué aussi l'actualité Marvel l'an dernier. Et donc là, justement, après les conséquences de cet affrontement, on retrouve la réunion et surtout la recomposition de nouvelle équipe d'Avengers avec donc une équipe qui va être centrée autour de Captain Marvel, puisque donc cette fois-ci c'est elle qui va être désignée
et être élu pour réunir l'équipe. Et justement, le premier ou deuxième épisode va déjà montrer leur dynamique de groupe avec, je trouve, une structure vraiment très chouette, vraiment en mode team-up, c'est-à-dire on va avoir à la fois Captain Marvel qui va recruter chaque membre des Avengers en leur expliquant pourquoi et qu'est-ce qui vient vraiment symboliser dans l'équipe comme rôle important, et ensuite en même temps du coup leur implication concrète dans l'équipe pour défoncer un grand géant, on va dire. Et à la suite de cet affrontement là, Kang apparaît mourant et Captain Marvel va s'en occuper et va du coup être introduit ensuite une autre menace qui va être donc la cour du crépuscule, puisque en fait une espèce d'énorme vaisseau qui va s'appeler donc la ville impossible, si j'ai pas de bêtises, qui justement va attaquer la Terre avec un groupe de méchants qui est vraiment là aussi pour on va dire mettre un peu les héros face à une version très maléfique d'eux-mêmes. C'est-à-dire on va avoir une divinité qui va affronter Thor, qui se repaît en fait de ses croyants. On va aussi avoir un architecte vraiment démiurge qui va créer beaucoup de choses et qui est en opposition avec Iron Man, évidemment, un inventeur génial. Un androïde face à Vision, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et on va déjà un peu... ouais. Mais je trouve que Mackay tombe pas dans le piège à ce moment-là du double maléfique, quoi. On n'est pas sur le Iron Man du pauvre. Voilà. Oui, parce que c'est aussi un truc assez récurrent, je trouve, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'entre le cartel des vides, la cour du crépuscule, et puis même un autre groupe de méchants qu'on verra aussi dans Blood Hunt, c'est que je trouve ça vraiment chouette, le fait que déjà je trouve que Jen Mackey arrive très bien à écrire une écriture d'équipe, et ça on avait déjà parlé déjà avec son Moon Knight, où justement c'était une des principales forces du récit de faire d'une série solo une série d'équipe, et justement avec beaucoup d'opposition thématiques, théoriques entre des personnages, Black Panther et Sam Wilson qui s'apprécient pas, la Vision et la sorcière qui ont quand même un passif évidemment, Iron Man et Captain Marvel qui ont aussi une histoire ensemble qui soit déjà aussi bien dans Civil War 2 que Captain Marvel qui a beaucoup de choses à Iron Man également, mais aussi avec des chara design et des équipes qui sont vraiment flippante, je trouve, en termes de design. Je pense notamment aussi au design de malade que la race va faire dans Blood Hunt, mais là déjà dans la cour du crépuscule, il y avait quand même des designs qui sont quand même pas mi-tragique, parce que des fois il y en a quand même qui ont l'air de souffrir en fait de leur physique, notamment une espèce d'entité avec des bras qui n'arrive pas à ressentir quelque chose, et elle, je sais pas, mais on voit déjà qu'il y a de la souffrance dans le personnage. Je sais pas comment dire, mais en tout cas je trouve que c'est très bien rendu graphiquement par C.F. Villa. Super travail de C.F. Villa sur les premiers épisodes. Super travail de Stuart Immonen pour les couves aussi, vraiment je trouve que artistiquement c'est vraiment très chouette, et donc non, c'est pour le coup, moi je trouve que c'est une série qui suit plutôt bien, très appréciable, très divertissante, et je trouve que c'est globalement ce qu'on attend d'une série Avengers, en sachant que je trouve que justement par rapport à la série d'Aaron, qui avait un peu ce défaut d'être dans les obsessions de Ron, c'est-à-dire ce truc vraiment intéressant de passé, présent, futur, un truc assez récurrent dans son écriture, mais qui venait un peu percuter la nécessité pour la série Avengers d'introduire pas mal de séries annexes, que ce soit Ghost Rider, She-Hulk ou Moon Knight. Là, je trouve qu'elle a quand même une relative autonomie, et en même temps, tout en gardant sa place et son importance dans l'univers Marvel, avec notamment, comme on avait dit, ce côté un peu de phare sur l'avenir de tout ce qui va arriver, et notamment sur Blood Hunt que Jen Mackey va scénariser. Ouais, et c'est vrai que c'est une série moi aussi que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'en plus, même s'il y a eu un peu d'instabilité graphique, on a comme plusieurs dessinateurs qui se relaient au fur et à mesure, on garde quand même une certaine cohérence, c'est-à-dire que les styles de C.F. Villa, de Valerio Schiti ou de Farid Karmi qui a une carrière un peu explosive, parce qu'il vient juste de percer en fait, et en très peu de temps il est passé de fill-in artiste sur Daredevil à quasiment artiste principal sur Avengers là récemment. Et tous ces dessinateurs ont quand même un style qui match bien ensemble, donc c'est vrai que, et puis c'est des vraiment bons dessinateurs, donc ça donne on a une belle cohérence et une belle prestation graphique sur l'ensemble de la série. Et puisqu'on est toujours à parler donc d'équipe, est-ce qu'on parlerait pas plutôt après les New Avengers? J'y arrivais. Est-ce qu'après les Avengers, tu ne nous parlerais pas plutôt des New Avengers? Ouais, alors moi, New Avengers, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui sera complète en 200%. C'est une série qui en fait
a été au début présenté comme une série Thunderbolts et en fait non, c'est une série New Avengers. Bon, wink wink hein, pour plein de raisons. Oui, il fallait être là. Voilà. Et on retrouve le scénariste Sam Humphries qu'on n'avait pas vu depuis un moment chez Marvel et qui est un scénariste que j'aime bien. Et la série New Avengers, en fait, déjà, elle a ce truc d'être d'avoir un casting, un line-up qui est vraiment extrêmement particulier, vu qu'on retrouve Bucky et Black Widow au sein de l'équipe, donc ce qui, j'ai envie de dire, semble être un début d'équipe Black Ops assez classique. Et derrière, on se retrouve avec Namor, Hulk, Laura Kinney, Wolverine, Cléa, donc sorcière et sorcière suprême d'un temps et maintenant compagne aussi de Doctor Strange, et Eddie Brock / Carnage. Donc voilà une équipe niçoise. Voilà, c'est avec supplément Harissa et Wasabi. Non, on est vraiment sur une équipe qui est très très bizarre sur le papier, mais dont les relations entre les personnages fonctionnent vraiment très bien. Évidemment qu'il y a des secrets de la part de certains persos, évidemment qu'ils seront révélés au pire moment possible. Les dynamiques avec enfin, je veux dire, ne serait-ce que si on dit Cléa, Namor, Carnage, on sait déjà que ça va être le bordel. Ça rappelle un peu les line-up, un peu, tu sais, de Savage Avengers à l'époque. Ouais, il y a un peu un côté comme ça. Un peu, ce côté un peu, on va dire, insolite, niveau composition. Ouais, il y a un côté comme ça. Et à la fois, en fait, il y a très rapidement, en fait, il y a vraiment un fil rouge sur l'ensemble des 2 tomes. C'est une mission, et c'est affronter les Killuminati. Alors, c'est qui semble être un peu un jeu de mots. Et en fait, bon, pareil, je vous dévoile un petit peu le cliffhanger du premier épisode, mais voilà, mais on va se retrouver face à des versions clonées des Illuminati, avec du coup des versions Wish. Ouais, c'est un peu ça, mais sauf que par exemple un Iron Man ou un Reed Richards sans aucune conscience morale, on imagine le mal que ça peut faire, et du coup c'est vrai que ça donne lieu à des affrontements assez particuliers, et notamment ça explique aussi pourquoi certains membres de l'équipe qui normalement devraient dire ok, c'était rigolo de faire une mission pendant 5 minutes avec vous, mais j'ai mieux à faire, restent, parce que des gens comme Namor ou Cléa vont avoir des raisons objectives de rester, parce que il y en a un qui a été cloné et l'autre dont elle va se retrouver à affronter notamment un clone de Doctor Strange. Donc on se retrouve avec aussi des raisons comme celle-là qui font que l'équipe tient. Et ouais, non, c'est vraiment typiquement le genre de petit titre, on va pas le vendre comme la série qui va changer la face de l'univers Marvel ou quoi que ce soit comme ça, mais c'est vraiment le genre de petit titre que j'ai envie de dire putain, allez lire, parce que vraiment là-dedans il y a énormément de plaisir, il y a énormément de côté le genre de truc qu'on peut lire que dans un comic book Marvel, quoi, en fait, avec des trucs over the top, des situations explosives, des super-héros et des super-vilains, etc. Et voilà. Et si ça vous fait bizarre que je parle de Carnage dans une équipe et que je dis que c'est Eddie Brock, c'est que vous avez loupé le fait que, du coup, depuis Venom War, là, pareil, c'est une série qui sera en 2 tomes, il y a Eddie Brock qui a été obligé de fusionner avec Carnage, et qui se retrouve donc un peu dans une position à la Dexter, en fait, c'est-à-dire que Eddie Brock, maintenant on le sait, hein, c'est plutôt un héros, mais il se retrouve dans une situation où il est avec un symbiote sociopathe et meurtrier avec lui, qui veut tuer des gens. Donc Eddie Brock, pour trouver une solution, lui donne des serial killers ou des monstres ou des etc. à tuer, et pendant ce temps Carnage espère
que quelqu'un va réussir à buter Eddie Brock, et auquel cas il fusionnera avec la personne qui aura réussi à buter Eddie Brock. Donc il y a une espèce de dynamique à la Dexter, mais avec un twist en plus, qui est assez fun à suivre et qui donne lieu à un héros qui essaie de faire de l'héroïsme, mais avec le pire compagnon possible, quoi. Donc c'est assez fun aussi à suivre. Ok, bah tu vois, moi j'ai hâte de rattraper la série parce que j'ai pas eu le temps de la lire pour l'émission, mais effectivement tu m'as bien envie de la rattraper. Et du coup, vu qu'on était en train de parler de Bucky, quoi de mieux que de parler désormais de Captain America, n'est-ce pas, Émile ? C'est ça, tout à fait, ouais. Surtout qu'en plus, tu disais que autant New Avengers serait peut-être pas la série la plus importante, autant Captain America, il y a quand même pas mal de raisons, et je pense qu'on en parlera aussi, on fera une petite aparté, on va dire plus industrielle, entre guillemets, puisqu'on va parler aussi un peu popote corporatiste, puisque justement, il y a une interview de Zdarsky qui est sortie, qui explique justement son rôle au sein non seulement de la série, mais au sein de l'univers Marvel, voire même de Marvel tout court. Mais ça, on y reviendra dans quelques petites minutes. Du coup, Captain America en soi, j'ai envie de dire c'est un événement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des plutôt chouettes séries qui se sont déroulées jusqu'ici, même si j'avoue, moi les deux précédentes m'ont laissé un tout petit peu de côté. Moi, la série de Kelly Lansing, moi j'aimais bien au début, après j'avoue que la fin m'avait un peu perdu. La série de Straczynski était sympathique, mais c'est vrai que je trouve qu'elle était un peu en automatique. Autant là, je trouve que dès le début, vraiment, la série Captain America, si vous avez des clichés sur le personnage, c'est balayé en 2-2 parce que clairement on est sur une série qui déjà est très maligne au niveau de son découpage. Pour reprendre un peu l'expression d'Aurélien sur les premiers numéros et comment écrire un bon premier numéro, on a un peu tout là-dedans, c'est-à-dire qu'on a un fil rouge qui va être montré, on a un cliffhanger qui donne envie de lire la suite, on a aussi l'introduction sur des éléments déjà connus et familiers, à savoir Steve Rogers qui émerge et en fait qui va être recruté par les Avengers, puisqu'on suit en parallèle l'arrivée de Steve, de sa, on va dire, décongélation, jusqu'à son arrivée, du coup, dans la Terre moderne. Et en parallèle, en fait, on va suivre le récit d'un soldat qui va s'avérer être un Captain America un peu de remplacement. Je me permets de dévoiler un tout petit peu le cliffhanger, voilà, du premier numéro, parce que ce qui va vraiment être intéressant, c'est que on va suivre donc en parallèle dans cette série Captain America, Steve Rogers, qui va découvrir le 21e siècle. On sait qu'il était sur des conflits, on sait qu'il sait ce que c'est la guerre. Et en parallèle, on va suivre donc David Colton, qui est le nom de ce rookie ce troufion, qui va devenir ensuite le nouveau Captain America provisoirement, qui va lui découvrir la guerre et son horreur. C'est-à-dire qu'on va aussi bien avoir traité le PTSD que, en fait, la guerre, notamment sur des conflits, wink wink, suivez mon regard, à l'est de l'Europe, aussi bien du coup en Latvérie que sur des conflits comme, alors je sais plus si c'est précisé, mais on devine soit en fait l'Irak, soit l'Afghanistan, et avec du coup des otages, des explosifs, des trucs vraiment malheureusement concrets qu'on a déjà pu voir à la télévision, en tout cas suivis depuis quand même une trentaine d'années. Et je trouve que c'est ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Zdarsky il joue vraiment à fond la carte vraiment techno-thriller, avec ce côté vraiment comme pourrait faire Bigelow sur la guerre, sur le PTSD, l'addiction à la guerre, et aussi comment les gens viennent changer et marqués par la guerre. Donc c'est vraiment, en tout cas je trouve là-dessus déjà un super récit, mais en plus il vient aussi apporter on va dire une patte plus Marvel, puisqu'on va retrouver aussi Doom qui va avoir une place plus ou moins importante et dans ce premier 100% et dans la suite, puisqu'après il va être quand même pas mal au centre de quelques intrigues avec Captain America. Doom qui est impérial, et puis je pense que c'est déjà le moment de parler de Skitty au dessin. Skitty qui fait un travail monstrueux, qui pour le coup n'est plus colorisé par Marte Garcia, mais par Frank Martin, qui donne une couleur sépia vraiment magnifique, je trouve, au dessin. Et je trouve que ce changement de coloriste a fait un bien fou, c'est-à-dire que il a vraiment trouvé un style un peu plus à part, très dynamique, les scènes d'action sont magnifiques. Doom, encore une fois, il est incroyable. Les covers de Ben Harvey sont super aussi. Enfin bref, moi j'avoue, la partie artistique, elle est superbe. Et globalement, moi c'est un grand oui pour ce Captain America. Je trouve vraiment super intéressant, super touchant aussi, parce qu'on redécouvre aussi ce qui fait les valeurs de Captain America, pourquoi il est important, pourquoi c'est pas juste un bête troufion de l'armée qui va porter le A et le drapeau américain, mais c'est que c'est aussi les valeurs
créateur et que justement il est là pour même quand tout va mal être un peu un phare et la représentation des valeurs américaines sur tous les terrains d'opération. Donc c'est vraiment en tout cas un super récit. Et aussi du coup c'est également l'occasion d'avoir une nouvelle place de Chip Zdarsky au cœur de Marvel. Et là je pense qu'Aurélien tu peux mieux en parler que moi parce que justement on avait parlé pas mal en off suite à une interview qu'il avait donnée je sais plus pour quel site. Sur YouTube de mémoire. Et ouais, où il expliquait en fait que il avait l'intention avec notamment avec la série Captain America, de donner un peu une colonne vertébrale en fait à l'univers Marvel actuel. Il regrettait un peu le fait que ça, comment dire, que l'univers Marvel en ce moment manquait de renvoi d'une série vers l'autre. C'est-à-dire que on a plein d'excellentes séries en ce moment, que ce soit, si on fait la liste très rapidement, mais Thor, FF, Thor par Ewing, Hulk par Philip Kennedy Johnson, on peut aussi citer les X-Men de McKay, on peut citer le Amazing Spider-Man de Joe Kelly. Voilà, il y a plein de très bonnes séries, mais elles vivent chacun un peu dans leur bulle, chacun un peu de leur côté. Et ça, par contre, c'est un peu vrai. Et le fait est que Zdarsky regrette un petit peu une époque où les séries étaient plus liées entre elles, avaient plus suivaient plus une flèche dirigée par souvent un scénariste ou en tout cas un groupe de scénaristes. On peut penser par exemple à une époque où c'était les New Avengers de Bendis qui donnaient clairement la marche à suivre de l'univers Marvel. Et c'est entre autres avec l'arrivée de Williamson sur le titre Iron Man que quand Williamson lui a demandé en gros quel titre il faut lire pour avoir pour connaître un petit peu l'état de l'univers Marvel actuel, c'est ce qu'il lui a dit il y en a pas trop en ce moment. Et donc en fait avec Williamson sur Iron Man et avec d'autres scénaristes, Hickman et d'autres, ils ont l'intention là de structurer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que Captain America est un petit peu la première pierre de cet édifice de restructuration. Et ça va très vite se voir dès ce premier tome. Dans ce premier tome, vu que c'est pas mal comme tu l'as bien dit, on est pas mal sur un récit flashback. Alors qu'il y a un choix en plus qui peut faire un petit peu peur. On a un peu envie de dire ah ouais bon ça va être un retcon, ça va être un... Franchement c'est toutes les craintes que je pouvais avoir en lisant le pitch se sont complètement effacées aussi à la lecture. On est sur quelque chose où on a vraiment envie de lire la suite, où on est vraiment engagé dedans, alors que pourtant on est sur un flashback, chose qui peut au contraire enlever un petit peu cet engagement, cette instantanéité dans la volonté d'avancer, quoi, on a envie de dire. Là on a ça à fond les ballons, et c'est vrai que dès le premier tome on voit un petit peu les pièces qui sont en train d'être mises en place, et dès le deuxième ça va être vraiment flagrant, et c'est vraiment du coup une série un peu c'est un peu une série essentielle pour la suite de l'univers Marvel. On sait déjà que Chip Zdarsky va du coup écrire le prochain event Marvel qui se déroulera juste après aussi les événements qui se déroulent dans les Avengers de McKay. Tout est lié, et donc cet event Avengers Armageddon va avoir pour le coup un très gros impact sur l'univers Marvel. Alors on sait que c'est la phrase qui est ressortie un peu à chaque event. Là, il y a une vraie volonté d'impacter l'univers Marvel parce qu'il y a une vraie volonté de lui donner une direction, un sens, etc. Donc évidemment à voir, parce que là pour le coup on est comme vous lecteurs, on est en attente de ce que ça va donner, mais c'est vrai que de ce qu'on lit là du Captain America de Zdarsky, ça donne vraiment envie de découvrir son event, ça donne vraiment envie de découvrir la suite, et ça donne envie de découvrir cet allant, quoi, j'ai envie de dire, sachant que c'est vrai que là pour le coup on a pu lire aussi les deux premiers épisodes du Iron Man de Williamson, et que pareil on commence à voir des liens qui sont faits dès la fin du premier épisode, et ça donne bien envie pour la suite aussi, quoi. Donc voilà, donc si vous avez envie de suivre l'univers Marvel dans son entièreté,
c'est très important du coup de suivre ce Captain America de Chip Zdarsky. Et si vous avez juste envie de lire une très bonne histoire, c'est aussi très important de lire le Captain America de Chip Zdarsky parce que c'est vraiment mortel. On le rappelle, Captain America, c'est pas encore une fois un boy scout, c'est comme Superman, c'est des personnages qui souffrent des mêmes clichés ou a priori, c'est vraiment je trouve des séries qui sont vraiment très bonnes. Et d'autant plus que si vous avez aimé les Avengers Twilight de Zdarsky, on est vraiment sur le même niveau de qualité, je trouve. Et là, en plus, là, la suite avec ce crossover avec donc Wolverine va vraiment être très chouette du peu que j'ai pu lire. Et donc ouais, non, franchement, foncez, c'est vraiment, je trouve, la série Marvel la plus importante de ce mois-ci. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai que tu disais, c'est peut-être en plus de tout ça, c'est une très bonne série Captain America. C'est vrai que si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur des forums de comics, etc. Vous appelez Fred. C'est exactement lui dont j'allais parler. Vous avez déjà peut-être croisé Fred, qui est quand même une encyclopédie de l'univers Marvel et qui notamment est extrêmement fan de Captain America et lui-même trouve que c'est une des meilleures séries Captain America là, en tout cas sur les premiers épisodes, et que voilà, il adoube le concept. Alors aussi, voilà. Moi, j'ai envie de dire, si Fred en dit du bien. On n'a pas eu le temps de faire un bandeau trouvé par Fred. C'est ça. On espère vous avoir donné envie. Et on en profite donc également pour vous parler enfin d'un Deluxe. Donc un Deluxe qui est une réédition qui va ensuite être complétée par des suites inédites sur La Sorcière Rouge. Ouais, moi c'est une série que j'aime vraiment bien. C'est un petit peu mon fil rouge perso après les New Avengers. Voilà, j'aime bien les séries qui sont pas essentielles aussi. J'aime beaucoup les séries essentielles, mais j'aime bien aussi ces petites séries qui gravitent autour et qui viennent creuser des personnages qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir autant sous le feu des projecteurs sinon. Et La Sorcière Rouge passe par Steve Orlando et du coup par Sarah Pikeli, Russell Dotterman et d'autres dessinateurs. C'est une de ces séries qui a vraiment un côté ultra charmant qu'on a envie de suivre sur le long cours. Et pour le coup, ça fonctionne quand même sur le très long cours parce que on est désormais à quelque chose comme 4e ou 5e mini-série, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de séries de genre 10 épisodes, après une mini-série de 4, une de 10, une de 4. Là, actuellement, on est à la 3e de 10. Bon, c'est vrai que on se retrouve avec quand même une série Sorcière Rouge qui, avec quelques artifices de renumérotation, se retrouve à arriver gentiment au 40e épisode. C'est quand même un témoignage du fait que ça arrive à trouver son lectorat. Et c'est vrai que il y a un côté extrêmement sympa dans cette série à suivre, non seulement La Sorcière Rouge, à suivre son entourage habituel, c'est-à-dire des personnes dont elle est proche, comme son frère, comme Vif Argent, comme La Vision, ou comme d'autres mages ou sorcières qui vont apparaître au fil des numéros et des sagas. On verra aussi tout un truc autour de Magneto. Mais aussi des nouveaux méchants, des nouveaux liens, des nouveaux personnages qui vont venir nourrir tout ça. Tout ça avec cette idée que on est au moment de Krakoa avec tout ça, mais on est surtout au moment où elle estime un petit peu avoir fait ce qu'il fallait d'une certaine manière vis-à-vis de House of M, et que maintenant elle doit essayer de trouver une autre manière d'expier, c'est-à-dire plus forcément se flageller en permanence, mais plus de trouver une solution pour aider le maximum de gens. Et du coup, elle invente ce procédé qui est celui du titre du premier album, donc La Dernière Porte, qui est d'avoir une porte qui apparaît aux gens qui sont en détresse totale, qui n'ont plus de solution, et cette porte apparaît et les amène à la boutique de la Sorcière Rouge.
Et vraiment boutique magique, hein, qu'on dirait tiré de Buffy. On pense à la boutique de Giles. De Crossolic pour les gros whips de Clamp, mon gars. Oui, aussi, voilà. Et du coup, la personne débarque et la sorcière rouge va l'aider face à son problème. Donc, c'est clairement aussi un procédé narratif. Hein, c'est ultra pratique. Le problème arrive directement là où on en a besoin. Mais c'est vrai que ça va totalement avec l'arc narratif du personnage qui cherche peut-être un peu moins une rédemption absolue des crimes qu'elle a pu commettre et désormais davantage à faire le maximum de bien. Voilà. Et pareil, le fait d'avoir un petit peu réorienté le perso et d'en faire moins un perso complètement ravagé par ce qu'elle a pu commettre, etc. et plus positif, fonctionne aussi peut-être quand même pour avoir un lectorat qui reste sur le long terme. En tout cas, ouais, c'est une série que j'aime beaucoup et c'est vraiment cool que oui, les 2 premiers 100% qu'on avait publiés sont ici compilés en deluxe et on vous proposera donc d'autres deluxe par la suite pour compiler la suite inédite donc de ce titre qui mérite vraiment d'être découvert et d'être lu et vous aussi prenez cette dernière porte pour aller dans la boutique de Vanda. Oui, ou en librairie, c'est plus facile pour acheter le livre. Non, d'ailleurs, donc 2 mentions spéciales, une à Picali qui je trouve fait un de ses meilleurs travaux depuis pas mal de temps, avec notamment ce chapitre en splash page que je trouve incroyablement beau au niveau des couleurs, enfin c'est une merveille. Et une mention spéciale un peu plus triste à Jacopo Camani qui, pareil, était un dessinateur régulier de la série et qui nous a quittés et qui était vraiment une grande perte pour le monde du comics également. Ouais, et que quelqu'un qu'en plus on aimait beaucoup et qu'on avait pu recevoir à plusieurs occasions. Tout à fait. Donc du coup, après ces nouveautés, on vous propose maintenant de passer au reco. Oui, comme d'hab, on va vous parler de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous on publie. Là, en l'occurrence, moi, ma reco, c'est une reco assez large, hein, qui est le cinéma de John Woo. Il y a pas mal l'occasion de le redécouvrir en ce moment. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de voir les 2 premiers syndicats du crime à la Cinémathèque. Et après ça, j'ai pu voir le 3e au Pâté à côté de chez moi. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il y a l'année dernière, c'est ressorti en salle. Boyle. Ouais. À toute épreuve en VF. Oui, pardon, oui. Ouais. Et The Killer aussi, je crois. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont sortis parce que c'est vrai que HK fait toute une ressortie de pas mal du cinéma de John Woo, mais aussi des films de Choi Ark ou de Ringo Lam. Et c'est vrai que c'est une occasion de les redécouvrir, mais c'est vrai que c'est une occasion de voir les John Woo, d'en voir. Il y en a aussi pour le coup des John Woo de la période américaine qui sont assez facilement trouvables sur les différentes plateformes de streaming, comme Broken Arrow ou Volte-Face ou Wind Talkers. Wind Talkers en Director's Cut, s'il vous plaît. Ouais, mais je crois que là il y a que la version ciné, il n'y a pas la version Director's Cut. Mais voilà, ouais, donc c'est vrai qu'en plus bon, je vais faire vite, hein, mais parce que je pense que ceux qui sont les plus intéressés par ce cinéma-là le connaissent déjà bien, mais c'est vrai que le cinéma de John Woo, il a ce truc qui est à la fois un cinéma d'action qui redéfinit presque complètement la manière de filmer l'action, et à côté de ça, il y a aussi de l'humour et il y a aussi, moi, je trouve, et j'ai beaucoup trouvé ça notamment dans le premier syndicat du crime, il y a vraiment un côté ou Better Tomorrow, il y a vraiment un côté très shakespearien presque dans la manière de filmer les sentiments. On est dans des sentiments qui sont exacerbés, qui sont montrés comme étant extrêmement forts et extrêmement mélodramatiques, mais sans que en fait ça tombe forcément dans le mélo, quoi, j'ai envie de dire, justement. C'est vraiment une écriture qui des sentiments, je trouve, qui en plus de l'action est quelque chose d'assez brillant chez John Woo et qui donne toujours envie d'en voir davantage. Bon, je peux que plus soyer
Et c'est vrai que John Woo, c'est un peu comme les Sex Pistols avec le punk. Sur du coup, le punk existait déjà, les Sex Pistols l'ont enterré. Et John Woo, c'est un peu pareil avec l'Heroic Bloodshed, c'est-à-dire c'était quelque chose qui était déjà plus ou moins là à Hong Kong, et quand il l'a mis, il l'a sacré et il l'a terminé, puisqu'après lui, honnêtement, les quelques Heroic Bloodshed qui ont pu être faits, il y a pas forcément eu d'œuvre aussi intense et aussi forte que ce que lui a pu faire. Ok, du coup, moi je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir. À savoir, donc, est sorti chez DC Comics l'an dernier, donc une grande compilation de tout le travail de Mathéis sur Dr. Fate. De Mathéis, c'est un scénariste qui est pas mal remis en avant par les éditeurs américains. Vous avez pu en bénéficier côté Marvel, puisqu'on va sortir son spectaculaire Spider-Man avec Sal Buscema. Côté nous, côté DC plutôt. Là, Dr. Fate, c'est l'occasion en fait d'explorer un personnage que, j'avoue, moi, à part la JSC, je n'avais pas beaucoup côtoyé. Pour moi, c'était un peu Doctor Strange de DC, comme Batman et le Moon Knight de DC au fond. Donc le Dr. Fate qu'on connaît surtout pour Kent Nelson, qui est son alter ego humain, qui va mettre ce casque et avoir les pouvoirs de Natu, donc la divinité de ce que je comprends est d'origine égyptienne, mais justement de Mathéis va vraiment, comme beaucoup d'épisodes et de runs de l'époque, va vraiment pas reconfigurer, mais si, reconfigurer un peu l'univers du personnage, avec déjà une mini-série illustrée par Keith Giffen, formidable dessinateur qui nous a aussi quitté il y a quelques temps déjà. Du coup, il va en profiter pour introduire un couple, donc un jeune garçon qui est en fait une vieille âme cachée dans un corps de garçon, et une femme, pour en faire les nouveaux dépositaires du pouvoir, donc de Dr. Fate. Et il va vraiment, alors je sais pas si c'est quelque chose qui est déjà dans le personnage, mais jouer beaucoup sur une dualité homme et femme, l'ordre et le chaos, l'amour et la haine, beaucoup de choses. Donc c'est un run qui est très ésotérique, avec des dessins qui sont vraiment très psychés des fois, beaucoup d'humour comme souvent chez De Mathéis. C'est vrai qu'on l'oublie souvent parce qu'on le rattache beaucoup à des trucs tragiques comme la chasse de Kraven, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez drôle. Et là c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très un peu complet. Je pense que c'est un peu le truc typiquement vous pouvez prendre le début et la fin et vous contenter de ça, parce qu'il y a vraiment un début, une fin, et en même temps j'ai envie de dire que le run en lui-même est quelque chose qui va vraiment parler du côté cyclique et du destin et de beaucoup de choses assez universelles finalement. Il va vraiment dépasser le pur en fait entertainment de comics, et c'est en ça je trouve qu'il fait vraiment partie de ces grands runs et des vraiment très bonne redéfinition de personnages, comme il peut en avoir des tonnes, où en fait c'est vraiment une histoire définitive sur le personnage, et je trouve que c'est vraiment une très bonne lecture. Alors je sais pas forcément s'il sera disponible en VF, mais en tout cas si vous lisez l'anglais, donc je vous invite vraiment à le lire. Il est sorti chez DC Comics il y a à peu près un an, pour une pas très cher, une centaine d'euros, et vous avez quasiment 800 pages, donc c'est quasiment un omnibus en plus, donc voilà. Eh ben très bien, merci pour cette reco comics de chez DC, ce qui conclut parfaitement. De chez Chut pas de marque. Et ce qui conclut parfaitement du coup une émission consacrée aux très éditions magique. Panini. On se donne rendez-vous dans quelques semaines. Maintenant, promis, on garde le rythme pour l'émission du coup qui parlera du programme du mois de mai. Et d'ici là, on vous souhaite plein de bonnes lectures. Ciao. À bientôt.